Oui, cet après-midi, direction l'Italie. Je vous raconte les studios de cinéma construits sous l'impulsion de Mussolini en pleine période fasciste, ou la véritable histoire de Cinecittà, le temple italien du cinéma. Comment ces studios fondés à la fin des années 30 devaient-ils servir la propagande du dictateur Mussolini ? Quel a été l'âge d'or de Cinecittà ? Comment les studios se sont-ils réinventés ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Toute la nuit, des dizaines de pompiers ont noyé l'incendie d'eau et de neige carbonique. Mais ce matin du 10 août 2007, il flotte encore une odeur âcre au-dessus du 7e municipio de Rome. Au-delà, tout le sud-est de la capitale italienne sent le polystyrène, le plâtre et le plastique brûlé. Le drame s'est noué en silence vers 2h du matin lorsqu'un court-circuit s'est produit dans un vaste entrepôt du quartier. En quelques minutes, les flammes ont commencé à lécher les murs du hangar avant de dévorer le toit pour mieux s'élever dans la nuit romaine à l'atmosphère chaude et sèche. Les pompiers sont arrivés rapidement et l'incendie a été circonscrit, mais au petit matin, c'est bien un spectacle de désolation qui attend les premiers présents sur le site. Une désolation d'autant plus étrange qu'elle a des côtés surréalistes. Parmi les poutrelles d'acier noircies et tordues, on peut apercevoir les restes d'une statue antique monumentale mais creuse, une simple enveloppe de résine à moitié dévorée. Plus loin, on devine encore les contours de plusieurs insulae, ces immeubles romains qui étaient les ancêtres de nos HLM. Au milieu du désastre, des flaques de plastique fondu et des derniers brasiers que les pompiers arrosent encore. On découvre l'enseigne d'une taverne antique, les restes d'une fontaine en carton-pâte ou d'un mur à la peinture écarlate couvert de graffitis en latin. Cette impression d'être hors du temps s'explique pourtant. L'immense hangar de 4000 mètres carrés qui a brûlé abritait les décors de la 2e saison d'une des séries les plus fameuses de la chaîne HBO, Rome. Imaginée par le réalisateur américain John Milius et par le scénariste anglais Bruno Heller, la série s'est penchée sur la mort de César et aborde désormais la naissance de l'Empire romain sur fond d'affrontements entre Octave et Marc-Antoine. L'accident va précipiter la fin du feuilleton parce que ce n'est pas seulement un entrepôt qui vient de brûler, c'est toute une partie du décor environnant, celui qui représentait le quartier populaire et malfamé de Subur dans la série. Et celle-ci n'est pas la seule victime de l'incendie. Avec lui, c'est l'existence même de la capitale italienne du 7e art qui a bien failli se jouer, celle de la cité du cinéma Cinecittà. Un monument qui a bien failli disparaître en quelques heures, cette triste nuit de 2007, 70 ans après sa naissance, dans une Italie qui fait alors déjà partie des grandes nations du 7e art. Oui, pour retrouver l'origine de Cinecittà, il faut remonter à 1937, au cœur de l'Italie fasciste. Mussolini est déjà au pouvoir depuis 14 ans, mais le cinéma italien n'a pas attendu le Duce pour se faire une place au soleil. Avec la France, l'Italie a été l'un des premiers pays d'Europe à bâtir une industrie cinématographique au début du XXe siècle. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, c'est surtout du côté de Turin que la péninsule a vu naître ses premières grandes œuvres. Depuis les derniers jours de Pompéi, réalisé par Luigi Maggi en 1908, jusqu'à Cabiria de Giovanni Pastrone en 1914, un péplum qui introduit un héros bien vite récurrent, machiste. Pendant un temps, Rome n'a pas été en reste grâce à la Cines, une société de production à qui l'on doit quelques péplums comme la première adaptation italienne de Quo Vadis, le roman de l'écrivain polonais Henryk Sienkiewicz. Les studios sont partis en fumée en 1921 au lendemain d'un incendie, oui, déjà, mais les terrains sont toujours là, à 2 pas du centre de Rome. Au milieu des années 30, lorsque Mussolini commence à s'intéresser de près au cinéma, c'est le genre d'information qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, même s'il va de soi que ce n'est pas uniquement par amour de l'art que le Duce veut son temple. À cette époque, l'épicentre du cinéma mondial a commencé à se déplacer. Petit à petit, la Californie s'impose comme la nouvelle Mecque du 7e art. Depuis Hollywood, les grands studios Fox, Paramount, MGM, RKO ou encore Warner
donne le rythme et fixe les prix du cinéma mondial. Mussolini décide alors de tout faire pour concurrencer ce cinéma qui envahit les salles d'Europe. Mais si le Duce veut rivaliser avec Hollywood, ce n'est pas seulement pour affirmer l'identité artistique italienne, pas plus que pour revitaliser l'industrie transalpine du cinéma. Lorsque Benito Mussolini pose en février 1936 la première pierre de la nouvelle cité du cinéma, Cinecittà, c'est aussi pour servir son image et celle du régime fasciste. Comme Hitler en Allemagne, le dictateur a bien saisi le rôle écrasant de la propagande par la pellicule. Chacun sait que Rome ne s'est pas faite en un jour. Cinecittà non plus. Mais la nouvelle cité du cinéma n'en sort pas moins de terre en un temps record. 475 jours à peine. Le 28 avril 1937, lorsque Mussolini inaugure Cinecittà au numéro 1055 de la Via Tuscolana, les chiffres donnent le tournis. Écoutez plutôt. 600 000 mètres carrés de studio, 73 bâtiments, 14 plateaux de tournage, 75 km de longues avenues rectilignes, de vastes bassins pour simuler des scènes maritimes, des restaurants, des hôtels. L'écrin est à la hauteur des ambitions du dictateur. Mais Cinecittà est donc d'abord et avant tout une arme de propagande. Le message est clair. On ne va pas tourner n'importe quoi dans la cité du cinéma. Scipion l'Africain, la première œuvre réalisée à Cinecittà par Carmine Gallone, en est la parfaite illustration. Avec 10 000 figurants, 2 000 cavaliers, 30 éléphants et des décors impressionnants, le but est certes d'exploiter la toute nouvelle puissance de frappe des studios italiens, mais le sous-texte du film ne doit pas grand-chose au hasard. En glorifiant le général romain qui a pris Carthage, Mussolini sert sa propre image, celle d'un concurrent qui vient d'envahir un autre pays d'Afrique, l'Éthiopie. La ficelle est si grosse que le public ne suit pas. Le film fait un four. Qu'à cela ne tienne, le cinéma fasciste va servir une autre cause en s'attachant à peindre une Italie plus légère, non sans quelques arrière-pensées. À Cinecittà, pas question de se risquer sur un terrain comme les mœurs ou la critique sociale. L'adultère est un tabou, tout comme la prostitution, et les studios sont sous surveillance. Les réalisateurs et les acteurs jugés trop tièdes sont poussés dehors. Pas question non plus de traiter de thèmes comme la pauvreté, le chômage ou le crime. Alors, on s'adapte. Fini les drames ou les fresques sociales. Le cinéma italien fait place au divertissement, avec la vogue de films dits à téléphone blanc. Une curieuse expression qui désigne la mode des romances à l'eau de rose que le cinéma de la période fasciste tourne au kilomètre. Dans ces intrigues cousues de fil blanc, oui, blanc aussi, les romances se jouent et se déjouent au téléphone. Mais attention, pas n'importe quel téléphone. Des téléphones blancs donc, symbole de la réussite d'une bourgeoisie prospère, capable de se payer des modèles plus chers que les vilains téléphones en bakélite des classes moyennes. Les plus pauvres n'ont eux pas de quoi se payer de téléphone du tout. Mais il n'y a de toute façon pas de pauvres dans l'Italie fasciste, en tout cas pas au cinéma. Et ça fonctionne. La production explose et à Venise, la Mostra, le festival créé en 1932, sert bien souvent de tremplin à des films qui ne méritent peut-être pas toujours tant d'honneur. Mais si la réalité ne dépasse pas toujours la fiction, elle la rattrape souvent. Et l'apparente innocence de la Cinecittà fasciste ne va pas tarder à voler en éclats. La Seconde Guerre mondiale tourne bientôt au vinaigre pour l'Italie de Mussolini. Le 9 juillet 1943, les troupes américaines débarquent en Sicile. Le 19 juillet, 1000 tonnes de bombes s'abattent sur la capitale italienne, dont quelques-unes sur Cinecittà. La chute du régime et l'effondrement de l'Italie touchent les studios de plein fouet. Personne, en 1944 ou 1945, n'a la tête aux salles obscures. La production s'arrête et les terrains de Cinecittà, désertés, ne servent alors plus qu'à accueillir une partie des milliers de réfugiés qui ont fui les combats et qui s'installent près de Rome. Mais il suffit parfois d'un rien pour qu'un studio renaisse de ses cendres. Cinecittà aurait pu mourir, mais elle s'apprête à connaître son âge d'or par la grâce d'un seul film, disons deux longs métrages qui incarnent le renouveau du cinéma italien. Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, tourné en 1945 avec les moyens du bord, et Grand Prix du Festival de Cannes en 1946, et Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, sorti sur les écrans 3 ans plus tard. Après des années de propagande fasciste, les deux films incarnent le grand retour du 7e art en Italie et avec lui la naissance du nouveau courant néo-réaliste.
Cependant, ironie de la chose, ce n'est pas dans l'Italie de carton-pâte de Cinecittà que le néo-réalisme italien compte peindre la réalité sociale d'une Italie brisée, mais dans des décors authentiques, au cœur de la ville et des campagnes italiennes. Aucun des deux films n'est tourné à Cinecittà, mais l'usine à rêve est relancée et peut avancer de sérieux arguments pour séduire les studios étrangers. Au début des années 50, Cinecittà fait même figure de pays de cocagne vu d'Hollywood. Tout est là, la surface, les décors, les studios, le matériel, l'équipement, le savoir-faire, et rien n'est cher comparé à la Californie. Ici aussi, il fait beau tout le temps, ou presque, et il ne faut en général pas grand-chose pour convaincre les plus grandes stars d'aller tourner pendant 6 mois en Italie. Dès 1951, les producteurs américains débarquent. La MGM donne le coup d'envoi avec Covadis, de Mervyn LeRoy avec Robert Taylor et Deborah Kerr. Et en quelques années, c'est toute l'Amérique qui s'installe dans ce qu'on commence à surnommer Hollywood sur Tibre. Tandis que Cinecittà s'impose comme le nouvel épicentre des productions américaines, Rome devient l'une des capitales de la jet-set. Et comme le cinéma s'intéresse toujours à lui-même, le grand Federico Fellini en tire même l'un de ses plus grands films en 1959, La Dolce Vita, en partie tourné dans son studio 5, Fétiche. Le fameux bain de minuit que prend Anita Ekberg dans La Fontaine de Trévi sous les yeux de Marcello Mastroianni est resté célèbre. Marcello, come here. Hurry up. Mais cette scène fait parfois oublier le génie d'un long métrage qui a su saisir l'atmosphère de cette Rome des années 50, celle des stars, de la presse à sensation et d'une vie mondaine frénétique. Cette vitalité remarquable n'empêche bien sûr pas quelques clichés, avec une remarquable quantité de courses-poursuites en Fiat 500 autour du Colisée. Mais on y tourne aussi de petits bijoux comme le délicieux Vacances romaines de William Wyler en 1953 avec Audrey Hepburn. Bref, des années 50 aux années 60, Cinecittà connaît son âge d'or, au rythme des grandes productions que Hollywood y délocalise. C'est à Cinecittà que William Wyler pose ses valises pour y tourner Ben-Hur en 1959, un monstre avec ses 300 décors, ses quelques 400 000 figurants qui se sont succédés tout au long des 14 mois de tournage et ses 11 Oscars à l'arrivée. Et c'est encore à Rome que Joseph L. Mankiewicz vient filmer son Cléopâtre avec Liz Taylor et Richard Burton. 1, 10, anyone? No one? Have they kissed you with Caesar's lips, touched you with his hands? Has it been his name you cried out in the dark? And afterwards alone, has he reproached you and have you begged forgiveness of his memory? You come here then running over with wine and self-pity to conquer Caesar. So long now, you filled my life. Like a great noise that I hear everywhere in my heart. À Cinecittà, tout est possible. On peut y reproduire des villes entières, donner une nouvelle vie de carton-pâte au vieux forum romain, créer un lac artificiel pour y faire naviguer les galères de Ben-Hur ou assembler le gigantesque cheval de bois qui sert de morceau de bravoure à la fin de Hélène de Troie de Robert Wise. Rome, capitale du péplum, cela n'a finalement rien d'étonnant. Pas plus que le fait qu'on tourne à Cinecittà certaines des plus grandes œuvres de la comédie italienne, avec des films comme Le Pigeon de Mario Monicelli avec Vittorio Gassman ou Le Fanfaron de Dino Risi, incarné par la star française Jean-Louis Trintignant. Souvent ironique et parfois grinçante, la comédie italienne de la grande époque n'oublie pas la farce avec la série des Don Camillo, servie par Fernandel et Gino Cervi. Les 3 premiers volets d'ailleurs sont tournés à Cinecittà pour la bonne raison que dans les années 50, l'Église catholique n'a pas la moindre intention de laisser une équipe de tournage s'installer dans la véritable église de Brescello, le théâtre de la petite guerre entre Don Camillo et son ennemi juré, le maire communiste Pepone. Tout est donc reconstruit à l'identique dans les studios romains qui n'en sont plus à ça près. Dans la foulée des westerns italiens de Sergio Leone, c'est aussi tout le Far West des westerns spaghetti qu'on vient reproduire à Cinecittà dans les années 60. Mais à Rome, la roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole et les années 70 vont coûter cher à Hollywood sur Tibre. À la fin des années 60, Cinecittà peut contempler les 2 décennies
qui viennent de s'écouler avec une certaine fierté. Mussolini s'en serait sans doute étouffé de colère, mais la réalité n'en est pas moins celle-ci. Tiré par les commandes américaines, Cinecittà vient de connaître une période d'autant plus exceptionnelle que les réalisateurs italiens ont su exister au milieu de ce bouillonnement artistique et industriel. Depuis qu'on y tourne à nouveau des films, Hollywood sur Tube se caractérise par un mélange des genres et des budgets qui lui a porté bonheur. Les plus grands réalisateurs américains sont venus y tourner. Avec leurs plus grandes stars et leurs films à grand spectacle, ont pu faire émerger sur la scène internationale des vedettes italiennes comme Sophia Loren. A l'inverse, l'Italie n'hésite pas à recruter des stars américaines pour porter ses films depuis que Kirk Douglas a incarné Ulysse en 1954 dans le film éponyme de Mario Camerini. Parfois, c'est même en Italie que naissent les stars américaines. Sans Sergio Leone, qui sait si Clint Eastwood serait devenu la star qui est encore aujourd'hui. Mais à Cinecittà, le tournant des années 70 est dur à encaisser. Les 30 glorieuses touchent à leur fin, l'âge de l'insouciance aussi. La concurrence se durcit avec l'émergence de nouveaux acteurs comme l'Espagne ou le Canada sur la scène internationale, bien décidés à s'approprier une partie de cette manne céleste qu'est l'industrie cinématographique. Malgré la fidélité de Luchino Visconti ou de Federico Fellini, les studios romains s'enfoncent dans la crise tandis que Hollywood rapatrie ses productions sur le continent américain. Au déclin industriel s'ajoute une crise artistique profonde dans une Italie du 7e art qui peine à se renouveler dans les années 80, avec des conséquences d'autant plus lourdes que l'explosion de la télévision lui coûte cher en captant une partie de son public. Dernier des fidèles, Fellini tourne pourtant encore et jusqu'au bout de son existence. Fellini, Roma en 1972, Amarcord en 1973, La Cité des Femmes en 1980, Ginger et Fred en 1986 et surtout Intervista en 1987. Un long métrage qui est une longue déclaration d'amour au cinéma en général et à Cinecittà en particulier. Au casting, Fellini réunit Marcello Mastroianni et Anita Ekberg, le duo emblématique de la Dolce Vita, vieilli mais ému. Mais la grande époque de Hollywood sur Tube semble terminée pourtant. La Fabbrica dei Sogni, la fabrique des songes, n'est plus que l'ombre d'elle-même à la fin des années 80. À Cinecittà, les pontes des studios se lancent alors dans un étrange pari. Comme on décide de traiter le mal par le mal, Cinecittà décide de se diversifier en plaçant ses énormes moyens logistiques et industriels au service de la télévision italienne. La pellicule laisse petit à petit la place à la vidéo. Les émissions de divertissement se multiplient et on tourne surtout des spots publicitaires ou des feuilletons bas de gamme à Cinecittà, même si les studios savent encore mettre leur savoir-faire au service de grands rendez-vous populaires. Au tournant des années 2000, la Cité du cinéma franchit un palier supplémentaire en accueillant des projets controversés comme Grande Fratello, la version italienne de l'émission de télé-réalité néerlandaise Big Brother. Rien ne vient enrayer le déclin de Cinecittà, pas même les quelques super-productions qu'on y tourne encore, comme les extérieurs de Gangs of New York de Martin Scorsese, Ange et démons, l'adaptation par Ron Howard d'un roman de Dan Brown en 2009, ou Spectre, un James Bond signé Sam Mendes en 2015. Mais ces quelques coups d'éclat ne masquent pas la léthargie qui s'empare de celle qui fut durant 20 ans le cœur du cinéma italien, européen et mondial. Même lorsque les studios décident de capitaliser sur leur histoire pour attirer les touristes, ce n'est pas le site qui en profite. En 2014, le décorateur Dante Ferretti, récompensé à plusieurs reprises aux Oscars, décide de créer Cinecittà World, une sorte de parc d'attractions voué au 7e art. Mais c'est à l'autre bout de Rome, dans les anciens studios du producteur Dino De Laurentiis, que le projet voit le jour à l'est d'Ostie, sans jamais décoller vraiment. Même le prestigieux Centro Sperimentale di Cinematografia, créé en 1935, ne fait plus vraiment recette, alors que ce qui reste comme l'une des plus vieilles écoles du cinéma du monde a formé quelques-uns des plus grands talents du cinéma italien, à commencer par l'actrice Claudia Cardinal ou des réalisateurs comme Michelangelo Antonioni ou Marco Bellocchio. Au début de notre siècle, c'est alors l'existence même de Cinecittà qui semble en jeu, engluée dans une crise qui pourrait bien lui être mortelle. Mais après tout, on ne meurt jamais vraiment au cinéma. Le cinéaste Ettore Scola sonne la révolte en alertant l'opinion publique et les médias
sur l'existence d'un projet de fermeture de Cinecittà au profit d'un vaste ensemble immobilier qui prévoit la construction d'un supermarché, d'un parking et d'un centre de fitness. Les promoteurs reculent, mais en 2012, un nouveau projet de démantèlement provoque une vague de révolte dans le monde du cinéma et au-delà. Pour tous les Italiens, la disparition de ce lieu mythique, cette fabrique à rêves où les plus grands réalisateurs du monde sont venus tourner plus de 3000 longs métrages, relève de l'impensable. Et l'émotion porte ses fruits. Après des années d'atermoiement, l'État italien finit par mettre fin aux spéculations en rachetant les studios à la fin des années 2010. Revenu dans le giron de l'État italien par l'intermédiaire de l'Institut Luce, une société publique, Cinecittà est sauvé. Reste à savoir ce que l'on veut faire de ce patrimoine culturel national, certes malade, mais toujours bien vivant. La solution vient à la fois de l'Italie et de l'Europe aussi. En 2016, l'Italie a décidé d'investir des sommes considérables sur le site en le modernisant et en l'agrandissant. En quelques mois, 2 nouveaux studios de 2400 mètres carrés ont vu le jour, ainsi que plusieurs vastes bassins destinés aux prises sous-marines. La cité du cinéma entame alors sa renaissance, en accueillant les nouvelles industries de l'image et du jeu vidéo, avec le soutien de l'Europe qui a débloqué des millions d'euros. De quoi multiplier par 2 la surface d'un site qui doit pouvoir à terme rivaliser avec les studios britanniques de Pinewood et Shepperton près de Londres, de Babelsberg en Allemagne ou de Korda en Hongrie. Alors que Cinecittà fêtera ses 90 ans en 2027, la question de sa destruction n'est plus à l'ordre du jour, loin de là. Les grands studios y trouvent un lieu idéal, assorti d'une longue histoire et de quelques conditions fiscales avantageuses, ce qui ne gâche évidemment rien. À côté du grand écran, le petit offre des perspectives solides avec la vogue du streaming et Cinecittà prend le train au bon moment. En 2022, Cinecittà a accueilli plus de films que de séries, mais en 2023, le rapport s'est inversé. Mais qu'importe que l'image prenne vie au cinéma ou ailleurs, si la fabrique des songes connaît une nouvelle jeunesse, au cœur de la Rome qu'il a vu naître. Europe 1, historiquement vôtre. Aurore Renaud, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Je viens de raconter l'histoire mouvementée de la mythique Cinecittà à Rome. L'image du phénix qui renaît de ses cendres, lui, s'y est plutôt bien, non ? C'est constamment l'histoire renouvelée de Cinecittà, c'est up and down de 1937 jusqu'à aujourd'hui. Pendant 90 ans, on n'a pas arrêté d'être dans ces mouvements-là, effectivement. Aurore Renaud, on va repartir en 1937 lorsque Cinecittà est inauguré en grande pompe par le régime fasciste italien. Le cinéma, c'était une arme importante pour Benito Mussolini. Ah, absolument, c'est une arme, c'est d'ailleurs même un slogan. Il cinema est l'arma più forte, il le marquait partout. Il a pleinement conscience du pouvoir des images, c'est pas le seul d'ailleurs, hein. Dans l'Allemagne nazie, sous Vichy, on a tout à fait aussi conscience de ça. Et à tel point que Mussolini, on le voit dans les images d'actualité tout le temps, dans les meetings, lorsqu'il harangue les foules, mais aussi dans des moments plus inattendus, on le voit torse nu, travailler la terre. Donc il met en scène sa propre force physique pour montrer qu'il est l'homme fort, l'homme providentiel, le guide, le duce, ça c'est pour les images d'actualité, mais effectivement dans le cinéma de fiction, c'est la même chose, même si ce qui marchera le mieux ne seront pas, comme vous l'expliquiez, les films de propagande directe ou semi-directe, comme les péplums qui cachent assez mal le sous-texte, mais ils feront le choix de prendre plutôt le chemin de ces films soporifiques que sont les comédies des téléphones blancs. D'ailleurs, l'Italie va contrôler l'importation de films étrangers pour que vraiment ça soit une industrie authentiquement italienne. Absolument. Alors, ce qui est assez fou pour un cinéma d'État comme ça, c'est que même les pays adversaires de l'Italie vont être dénigrés dans les films, évidemment, dans les actualités. Et ils ne passent plus les frontières de l'Italie. Seuls les films de l'Axe, en fait, peuvent être diffusés dans la péninsule. Ça fait pas beaucoup de pays. En fait, on verra que des films italiens et des films allemands. Et c'est presque 10 ans de production américaine qui, à la sortie de la guerre, déferlera ensuite sur la péninsule italienne. Ce sera d'ailleurs le cas aussi en France. Durant les premières années de Cinecittà, les productions sont financées par le régime fasciste. Quelle image de l'Italie veut-on donner ? Une image exemplaire. C'est un peu la même chose qui se passe aux États-Unis avec le Code Hays qui rentre en vigueur en 1934 et qui interdit les conduites amorales comme l'homosexualité, l'adultère, le suicide ou le meurtre. En Italie, on ne peut pas montrer non plus ces histoires-là. Du coup, il ne reste plus grand-chose. Il faut valoriser la famille italienne et la plupart des films seront, comme vous le disiez, complètement inoffensifs. Il s'agit souvent de comédies sentimentales.
on peut faire planer quand même la menace d'un divorce, mais bon, ou même d'un adultère, mais c'est jamais véritablement consommé. Petite exception, c'est assez rigolo, c'est le scénario de Roméo et Juliette, qui sera le seul à autoriser le suicide à la fin, parce que comment raconter cette histoire sans véritablement le dénouement qu'on connaît. En même temps, il faut se rendre compte que ces films-là, on les connaît pas. Même en Italie, on les voit très peu. Ils ne sont pratiquement pas arrivés jusqu'à nous parce qu'ils sont pas très bons. Mm. Ils sont assez insipides, insignifiants. De ceux qu'on connaît, les meilleurs sont ceux qui essaient un petit peu de prendre la tangente, de contourner un peu la censure. Et on retient beaucoup les comédies de Mario Camerini avec le tout jeune Vittorio De Sica comme acteur. Ça, c'est très bon. Mais les meilleurs n'ont pas été tournés à Cinecittà, et déjà, allez voir du côté de la rue si on pouvait tourner. Pour se faire une bonne idée des téléphones blancs, moi, je conseillerais de regarder un film plus tardif, un film de Dino Risi qui s'appelle en français La carrière d'une femme de chambre, Telefoni Bianchi en italien, donc qui date de 76 et qui est justement une comédie à l'italienne qui caricature ces films-là. Mm. La propagande passe par la production de films historiques. J'ai mentionné dans mon récit Scipion l'Africain au début de mon récit. Dans quelle mesure ces films livrent-ils une histoire italienne revue et corrigée, ou en tout cas peut-être fantasmée et sublimée? Mais complètement revu et corrigé, hein. Il est question, évidemment, notamment à travers les péplums, de justifier la politique expansionniste de l'Italie fasciste, qui est frustrée de ne pas avoir d'empire colonial comme la France et l'Angleterre. Et évidemment, quand Mussolini lance la campagne d'Éthiopie, ça fait sens de faire des films sur l'Empire romain. Déjà pour montrer la grandeur passée de Rome, qu'il faut retrouver, mais pour montrer que c'est dans l'ADN du pays de poursuivre cette politique de conquête. Les films produits durant cette période doivent-ils, selon vous, être aujourd'hui présentés accompagnés d'un appareil critique? Parce que c'est une question qu'on s'est posée, notamment pour le film Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, cinéaste phare du Troisième Reich hitlérien. Oui, absolument, mais en même temps, ils ne sont aujourd'hui pratiquement jamais vus. La différence avec les films de Leni Riefenstahl, c'est que les siens, alors ils prônent une idéologie barbare, on est absolument d'accord, mais esthétiquement, et c'est le problème, et c'est pour ça qu'il faut toujours Oui, ils les étaient présenter, beaux. ils étaient beaux, Oui. ils étaient impressionnants. Oui. Donc ça, c'est Il y effectivement avait un un peu plus intérêt à les dérangeant. voir. Non, Alors que là, il n'y a complètement. aucun intérêt à voir ces films de... C'est ça, ils racontent tous à peu près la même chose. On s'ennuierait à les revoir. Et ce qui se passe aussi, c'est que le néoréalisme, qui va arriver juste derrière, va être l'un des courants cinématographiques, lui, les plus importants de l'histoire mondiale du cinéma. Et ça va balayer le cinéma fasciste. Et on est bien content d'ailleurs que ça le balaye, de passer à autre chose et de faire comme si ça n'avait pas existé. On rentre dans le néoréalisme. Cinecittà, je l'ai raconté, est bombardé en août 1943, puis deviendra un temps un centre d'accueil pour les réfugiés. Le cinéma italien déserte un temps les studios pour filmer le réel. Alors, Aurore Renaud, c'est l'occasion cette fois-ci de montrer la véritable Italie, son vrai visage? Absolument. C'est toute cette Italie qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qu'on n'a presque même jamais vue au cinéma. Et c'est très important de se rendre compte que le néoréalisme va naître de ces circonstances. Évidemment, on ne peut plus tourner à Cinecittà. C'est un centre de réfugiés, d'un camp de réfugiés au moins de 45 à 47. D'ailleurs, des familles continueront à y squatter après même que ce soit plus le cas pendant de longs mois, parce que le problème du logement est cruel dans l'Italie d'après-guerre. Donc il faut tourner ailleurs. Et il y a aussi ce devoir moral que se donnent les cinéastes, que ce soit Rossellini, De Sica ou Visconti, de montrer ces vrais gens et de montrer le peuple, comment les gens vivent, quels sont leurs problèmes. Et ce sont des choses très concrètes, la difficulté de se nourrir, de trouver un logement, de la peur de perdre son travail. C'est le voleur de bicyclette qui, en temps réel, recherche la bicyclette qu'on lui a volée pour ne pas perdre son travail de colleur d'affiches. Et donc ça, on va le filmer dans la rue. Mais ce qui est très beau, c'est que, et on l'oublie un peu, c'est pas que dans la rue le néoréalisme, c'est chez les vrais gens, dans les vrais appartements, dans les vraies cours intérieures des immeubles, dans les cages d'escalier, où de très belles scènes d'intimité aussi vont avoir lieu. Et ça, c'est vraiment l'autre grande identité du cinéma italien, filmer le réel, l'inverse de Cinecittà en quelque sorte. Aurore Renaud, après avoir servi la propagande fasciste, après avoir été déserté, Cinecittà connaît son âge d'or dans les années 50 et 60. C'est à ce moment-là qu'on va la surnommer Hollywood sur Tibre, puisque de nombreux films américains, dont Ben-Hur ou Cléopâtre, vont y être tournés. Quels avantages les Américains trouvent-ils en tournant en Italie?
Des raisons financières, hein, d'abord, vous l'avez bien dit, politiques aussi et évidemment des raisons culturelles. Ça coûte moins cher de produire un film à grand spectacle à Cinecittà, ils ont les infrastructures adéquates, mais c'est aussi important de délocaliser précisément là, car quand ils font Ben-Hur, ils retournent en quelque sorte sur les lieux mêmes de l'action. C'est une caution historique et esthétique. Il faut se rendre compte que en 15 ans, à peu près 150 péplums, on a du mal à se représenter ce que ça donne aujourd'hui, ont été tournés aussi bien italiens qu'américains à Cinecittà. Cinecittà appelle le spectacle, le grand spectacle. Mmh. Vous dites, des raisons politiques aussi. C'est-à-dire qu'il y avait derrière cette présence américaine en Italie, il y a des raisons géopolitiques. Absolument, tout à fait. C'est l'époque du début de la guerre froide et les États-Unis ont besoin de l'Italie de leur côté. Il ne faut surtout pas qu'elle bascule dans le camp soviétique. Alors, l'Italie est quand même située en Europe, à un endroit extrêmement stratégique. Et il faut se rappeler que à cette époque, le Parti communiste italien est très puissant. fort, très puissant. Ils ont même eu brièvement des ministres dans le gouvernement d'après-guerre. C'est pour ça que les États-Unis vont faire bénéficier l'Italie de leur plan Marshall. 100 millions de dollars vont être injectés dans l'économie italienne, ce qui va permettre évidemment au pays de se reconstruire très vite, de se relever économiquement. Ça va rapidement devenir ce qu'on a appelé le miracle économique italien. C'est du soft power, hein, c'est une forme d'ingérence, mais qui passe par des mesures financières et économiques. Dans les années 60, un homme s'impose, c'est Fellini. Qu'est-ce qu'il a apporté? On peut dire qu'il était quasiment le résident de Cinecittà. Ah, complètement. Le cas Fellini, c'est certainement le plus emblématique de l'identité italienne de Cinecittà. Quand vous visitez aujourd'hui les studios, ce que tout le monde peut faire d'ailleurs, parce que c'est public, hein, vous êtes accueilli à l'entrée par un énorme élément de décor du Casanova de Fellini, une tête qui sort de terre. Alors ce qui est intéressant chez Fellini, c'est qu'il y a une bascule. Il commence comme cinéaste néo-réaliste, il tourne lui aussi dehors, il a été l'assistant de Rossellini d'ailleurs, notamment Les Vitelloni, il le tourne dehors au début des années 50. Mais il ne faut pas oublier d'où il vient, de la caricature, du dessin satirique. Il a beaucoup dessiné ses rêves. Et quoi de mieux que le studio pour maîtriser la mise en scène de ses rêves, hein. Il finira par avoir son tableau attitré, vous le disiez, hein, le fameux Teatro Cinque. C'était sa seconde maison, il y avait même un lit, on peut vraiment parler de résident. Et plus il vieillit, plus il s'enferme. Enfin, il tourne à Cinecittà tous ses films où il reconstruit de manière délibérément affichée un univers fantasmatique. Ça, c'est très beau, hein. Pour Vogue le navire, il fera construire une mer de plastique qui s'affiche comme telle, hein, plus rien à voir avec le néoréalisme dans ces films-là. Il a basculé complètement dans son inconscient et son imagination. Aurore Renaud, depuis sa création, dans quelle mesure les films réalisés à Cinecittà ont-ils finalement reflété la société italienne? Cinecittà, c'est le cinéma italien. Et le cinéma italien, c'est un baromètre magnifique pour suivre et comprendre tous les changements de la société italienne. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque où on tourne Divorce à l'italienne, le divorce n'existe pas. Et le cinéma va aider à prendre conscience que ça serait peut-être important de faire le divorce pour pas que les maris tuent leur femme pour pouvoir épouser une autre. Donc quand la production du cinéma va s'effondrer dans les années 80-90, à la suite de l'arrivée de la télévision privée que va orchestrer Berlusconi, vous racontiez bien, Cinecittà est à l'agonie, et depuis, un nouvel âge d'or du cinéma italien dans les années 2000 a émergé avec de grands nouveaux cinéastes, Matteo Garrone et Nanni Moretti, Alice Rohrwacher ou Paolo Sorrentino. Et là encore, Cinecittà renaît de ses cendres, sans compter le retour des Américains aussi que vous évoquiez, hein, depuis les nouveaux avantages fiscaux qui sont offerts par les studios qui ont été rachetés par l'État. Mais ces studios aujourd'hui font partie du patrimoine culturel italien. Est-ce qu'on a pris des mesures pour conserver ce patrimoine, les décors, les costumes? J'ai commencé mon récit en racontant l'incendie de 2007. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour protéger tout cela? Je pense que la meilleure réponse, c'est l'État qui l'a fourni. En 2016, et tout vient aussi de là, le rachat par l'État a été une initiative économique judicieuse, mais aussi une mesure de préservation de ce patrimoine. Le cinéma italien, ça a toujours été l'une des meilleures cartes de visite du pays à l'étranger, et de ça, les politiques sont bien conscients. Mais qu'est-ce que cette cité du cinéma symbolise pour le monde du 7e art aujourd'hui? C'est toujours... même, on ne tourne plus à Cinecittà. Enfin, en tout cas, les grands réalisateurs italiens ne tournent plus à Cinecittà. Mais ça reste un symbole. Ah oui, quand on pense à Cinecittà, on pense évidemment au spectacle, à l'usine à rêves. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelle aussi Hollywood, hein. Pour Cinecittà, c'est la Fabbrica dei Sogni. Aussi bien en Italie qu'ailleurs, d'ailleurs, hein, ce n'est pas juste un studio.
Il a une aura particulière, comme Hollywood. Il fait rêver les cinéastes. Tim Burton, d'ailleurs, raconte dans un article que le nom même de Cinecittà a quelque chose de magique. C'est un peu comme un mantra. Comme dans l'essence du cinéma lui-même, il y a quelque chose de magique et de mystérieux à Cinecittà. En avril dernier, la presse internationale a été invitée à visiter Cinecittà à l'occasion du tournage de la série M, l'enfant du siècle, sur l'ascension de Mussolini. Faire revivre Mussolini dans l'enceinte des studios qu'il avait lui-même imaginé, on peut dire que la boucle est bouclée là. Ah ben, on ne saurait mieux le dire, la boucle est parfaitement bouclée. Merci beaucoup Aurore Renaud de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire des studios de Cinecittà, le temple italien du cinéma. Et parce qu'on a parlé du cinéaste qui jusqu'au bout a tourné à la Cinecittà, j'en profite pour vous signaler une très belle exposition consacrée à Federico Fellini, Fellini Maestro, à découvrir à la Fondation Pathé à Paris jusqu'au 27 janvier prochain. Merci beaucoup. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Marion, sociétaire pro et pâtissière à Annecy, a dit: Ce que j'ai apprécié chez mon conseiller pro, c'est qu'il s'est déplacé directement à la pâtisserie. C'était vraiment un contact nécessaire. Moi, ça me fait gagner énormément de temps et ça me permet aussi d'avoir une confiance. La proximité, c'est notre ingrédient premier, Marion. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.